Ils font des pèlerinages réguliers à Mariazell, qui est le sanctuaire marial de l'Empire d'Autriche. Donc, ils cherchent à faire des enfants, c'est incontestable. Et puis, évidemment, avec les années, on s'aperçoit que Sans ça n'est succès. plus possible et ça devient le drame de la vie du comte de Chambord, évidemment. Alors, on va peut-être revenir un peu aux éléments politiques. Mais avant, pouvez-vous finalement nous dresser un petit portrait physique et caractère du comte de Chambord en 1848, donc il a 28 ans. Je choisis cette date qui correspond à des événements politiques français et on reprendra les événements politiques après. Alors, j'ai pas tout à fait répondu à une petite Ah question oui, tout à sur l'heure. l'appellation du Pourquoi comte il de s'appelle Chambord. comte de Chambord? Donc, au début, il est titré duc de Bordeaux. Quand Charles X abdique, il devient Henri V. Comme l'abdication ne fonctionne pas, puisque la famille royale part en exil et c'est Louis-Philippe qui devient roi des Français et non pas roi de France, donc c'est un nouveau régime qui se met en place, le duc de Bordeaux décide de prendre le titre de comte de Chambord parce que le château de Chambord est sa propriété personnelle en France. Que d'ailleurs le gouvernement de Louis-Philippe lui a contesté, mais il l'a contesté devant les tribunaux et les tribunaux ont donné raison à Henri V, donc il a gardé la propriété du château de Chambord qu'il n'avait jamais vu et qu'il ne verra jamais jusqu'en 1871. Il passera simplement 2 nuits dans le pavillon du gardien. Mais il est très attaché au château de Chambord. Il adore ce château dont il ne connaît que des gravures et des tableaux, ce qui lui procure une partie de son revenu à cause de l'immense territoire de chasse et de bois qu'il y a autour de Chambord et dont il s'occupe avec beaucoup de soins. Il y fait construire des écoles, il envoie beaucoup d'argent aux pauvres de la commune, etc. Le comte de Chambord, pour les habitants de Chambord, d'ailleurs, ils en ont longtemps témoigné, était un seigneur invisible, mais pourtant présent, parce qu'il s'occupait beaucoup de son domaine, et c'est la raison donc pour laquelle il avait pris ce titre. Alors en 1848, il est très différent de ce qu'il était petit garçon. Petit garçon, c'est un enfant fluet, blond, aux traits assez fins, aux yeux, comme on disait à l'époque, à fleur de tête, c'est-à-dire un petit peu globuleux. Il a servi de modèle à Saint-Exupéry pour les dessins du Petit Prince. Mais avec l'âge, il s'empâte, il mange énormément, il boit beaucoup. C'est pas un alcoolique, hein, mais c'est un bon vivant. Il mange surtout énormément de sucreries. Il devient énorme. Pour 1,70 m, il va peser quand même jusqu'à 120 kilos. Il a même du mal à se tenir à cheval. Sa tête devient énorme. Il se laisse pousser barbe et moustache de façon pas très soignée. En plus, il perd ses cheveux. Donc, le joli petit garçon à la mine romantique devient un gros monsieur assez peu séduisant. Il le dit lui-même, sans mon principe, je ne suis qu'un gros homme boiteux. Mais Voilà, boiteux, puisqu'il voilà. a fait Ah oui, parce du... qu'en plus, un accident de cheval fait qu'il a une jambe, hélas, il a une jambe un peu plus courte que l'autre. Alors, il devient en plus boiteux, ce qui n'arrange pas, évidemment, son embonpoint. Donc, physiquement, il a de loin un aspect disgracieux, mais de près, ça s'arrange. Et alors, tous ces visiteurs, mais évidemment, la plupart de ces visiteurs sont des légitimistes, hein, sont acquis à sa cause. La plupart de ces visiteurs témoignent d'un homme qui avait une très belle voix, qui s'exprimait très bien, qui était extrêmement aimable, extrêmement avenant, très poli, très gentil, très courtois, extrêmement cultivé, avec des yeux pétillants, une grande intelligence, une grande culture, une immense érudition, qui faisait que cet aspect physique un peu rébarbatif était largement compensé par le côté extrêmement aimable, un peu à l'ancienne France du Et personnage. d'ailleurs, tout le monde disait dommage qu'on ne le connaisse pas en France. Voilà. Quel drame que la France ne connaisse pas. Il y avait même de jeunes filles qui, avec leurs parents, allaient à Frosdorf et qui, devant lui, paraît-il, s'évanouissaient. Nous venons de nous intéresser aux jeunes années du comte de Chambord. Passons maintenant aux événements plus politiques et donc nous revenons en 1848, qui est l'année où la famille d'Orléans va quitter le pouvoir, enfin chasser, ils vont être chassés, ils ne seraient pas partis. Alors juste, nous n'avons pas évoqué les rapports entre justement cette famille à Orléans et le comte de Chambord depuis 1830. Alors les rapports sont absolument calamiteux. À partir de 1830, le petit garçon de 10 ans sait qu'il est spolié de son trône et la France spoliée du droit de ses rois par la Révolution qu'a récupéré Louis-Philippe, en plus dans des conditions, on n'a pas le temps de détailler ici, mais quand même pas très élégantes. Hein. Comme disait Chateaubriand, Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe utilise à propos du duc d'Orléans l'image de quelqu'un qui est dans un palais en flammes et qui, au lieu de répondre aux
au cri d'un enfant dans son berceau, essaie de voler les meubles et les bibelots et les bijoux pour son propre compte. Et c'est vrai que la révolution de 1830 et la récupération par Louis-Philippe ressemblent à peu près à ça. Donc il y a eu une hostilité noire systématique de principe qu'il acquiert très jeune. En 1848, lorsque Louis-Philippe tombe, la légitimité en exil, le comte de Chambord est à Venise à ce moment-là, mais on pavoise, on illumine. La duchesse de Berry avait dit aujourd'hui, je m'habille en rose et je fais la fête. Donc, c'est la révolution de 1848 est ressentie par les légitimistes comme un juste châtiment de l'usurpation de 1830. Mais le comte de Chambord va-t-il, à ce moment-là, essayer de reprendre son trône? Alors, il y songe. Il y songe parce qu'en 1848, la Révolution chasse Louis-Philippe, mais elle proclame immédiatement la République. La stratégie qu'il adopte à ce moment-là, conseillée par son mentor, le duc de Lévis, sur le moment paraît sage. Avec le recul historique, c'était une erreur. Mais c'est toujours facile de juger, n'est-ce pas, a posteriori. En 1848, la logique du comte de Chambord et de ses conseillers, c'est de dire la France n'a pas chassé Louis-Philippe pour ramener la branche aînée. Elle a chassé Louis-Philippe et elle veut faire une expérience de République. Laissons-la faire son expérience de République. Cette expérience, de leur point de vue, va forcément échouer et à ce moment-là, la légitimité reviendra. La chose qu'ils n'avaient pas prévue, c'est qu'en effet, ils avaient raison, la République a échoué. Mais la chose qu'ils n'avaient pas prévue, c'était l'arrivée de Louis-Napoléon. Voilà. Qui se montre plus habile. Qui est beaucoup plus habile, qui est présent, qui est en France, qui a des partisans, qui lui s'agitent énormément, alors que le comte de Chambord reste distant, lointain, sur ses principes. Il attend que la Providence l'appelle sur le trône de France, alors que lui, Louis-Napoléon, s'agite dans le sérail politique. Donc Louis-Napoléon se fait élire d'abord président de la République en décembre 1848, puis petit à petit finit par rétablir l'Empire. Donc en 1852, la France rétablit l'Empire avec le Second Empire. Ça va durer jusqu'en 1870. Et finalement, pendant ces années, les deux mots d'ordre des légitimistes, conseillés par le comte de Chambord, vont être abstention et implication. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors c'est un peu contradictoire et souvent difficile à comprendre. Souvent les royalistes de France l'ont mal compris. D'un côté, le comte de Chambord considère que le Second Empire est un régime, comme le régime de Juillet, le régime de Louis-Philippe, un régime illégitime. Mais c'est un providentialiste. Avant tout, il considère qu'il est dans les mains de Dieu et dans les mains de l'histoire. Et donc, il laisse se dérouler l'expérience Second Empire, persuadé qu'un jour elle échouera, qu'un jour la Providence le ramènera sur le trône, mais qu'il n'a rien à faire pour cela. Donc il fait deux choses. Premièrement, il interdit à ses partisans de participer à la vie politique. Et deuxièmement, il consacre quand même ces 18 années à préparer, lui, son programme politique pour le jour où, il n'en doute pas, il remontera sur le trône. Alors, quel est ce programme politique grossièrement, on n'a pas le temps, bien sûr. Non, alors ce programme politique, d'abord, il met à peu près une quinzaine d'années, parce qu'il commence à y travailler en 1853, et on peut considérer qu'il est achevé en 1868. C'est un programme très interactif, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire que sur les différents sujets, la politique agricole, la politique industrielle, la politique sociale, la politique militaire, la politique étrangère, l'organisation des institutions, l'organisation administrative, la décentralisation, la justice, absolument tous les sujets sont étudiés. Il demande des avis, il demande des mémoires, il les lit, il les annote, il les renvoie, il pose d'autres questions. Et il arrive à avoir une espèce de corps de doctrine, à peu près sur chacun des sujets, qui fait que le jour où il montera sur le trône, il sait quoi faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le seul roi de France qui a eu le temps, forcément, puisqu'il était en exil, il a eu le temps. Lui, c'est le seul roi de France qui a un programme politique. Oui, tous mais les autres, justement, tout ça n'est-il pas un peu trop théorique? Alors, le programme n'est pas élaboré de façon théorique, puisque justement, je dis, il utilise beaucoup les travaux des royalistes français. Mais en même temps, c'est quelque chose de purement livresque, parce que tout ça est synthétisé par le cabinet de Frosdorf. Plus le temps passe, plus on s'éloigne de la France. Même si, en 1870, comme s'y attendait le comte de Chambord depuis longtemps, à la suite de la défaite de Sedan, le Second Empire s'écroule, avec une vitesse d'ailleurs. En quelques jours, le Second Empire est éliminé en 2 jours. Et là, ça va être le gouvernement de la Défense nationale qui va lui succéder. Et l'entrée en scène, finalement, du comte de Chambord pendant, je dirais, deux bonnes années.
De bonnes années, mais un petit peu plus. Alors d'abord, il faut lui reconnaître une clairvoyance. C'est qu'en 1866, lors de la guerre entre la Prusse et l'Autriche, qui est remportée par la Prusse, la fameuse bataille de Sadowa, le comte de Chambord avait pressenti le risque de domination de la Prusse sur l'ensemble de l'Europe. Et il avait craint, en plus Frédéric Guillaume l'avait fait visiter les champs de manœuvre de l'armée prussienne, et le comte de Chambord avait écrit dans son journal, Fasse le ciel, que l'armée française n'est pas à affronter cette armée-là, parce qu'elle est beaucoup plus moderne, beaucoup mieux équipée que l'armée française. Et après Sadowa, en 1866, il commence à craindre la domination de la Prusse. Mais évidemment, il n'est pas aux affaires, donc il est obligé de constater la réalité. Arrive en 1870 ce qu'on peut appeler la diabolique surprise. Maurras avait parlé de divine surprise en 1940. Là, c'est vraiment la diabolique surprise, c'est-à-dire que le comte de Chambord lui-même est évidemment très malheureux de la défaite française. Et comme on le sait, la Prusse ayant envahi la France, l'essentiel du territoire national, il faut faire la paix. Donc des élections ont lieu, une assemblée nationale est élue pour décider de la paix ou de la guerre. En février 1871. Voilà, et sur 600 députés, il y a 400 royalistes. 400 royalistes qui veulent deux choses: faire la paix, parce que bon, la guerre est perdue, il n'y a pas de doute, faire la paix et ramener le roi, parce que les deux choses leur paraissent extrêmement liées, seul le roi pouvant garantir le redressement national après la défaite. Et quel roi? Et quel roi? Alors, les royalistes se mettent, parce qu'il y a, d'une part, on n'a quand même pas oublié que Louis-Philippe a été roi des Français jusqu'en 1848, et il a des descendants. Il a un petit-fils, qui est le comte de Paris. Assez vite, les royalistes se mettent d'accord en faveur du comte de Chambord, en considérant qu'il faut balayer toutes les expériences malheureuses du XIXe siècle, revenir à la légitimité, et les orléanistes se rallient assez facilement à l'idée que le seul roi possible, c'est le comte de Chambord, dans la mesure où, n'ayant pas d'enfant. Voilà, comme il n'a pas d'enfant et qu'il a quand même déjà 51 ans en 1971, c'est pas encore un vieillard, contrairement à ce qu'on a dit. Souvent, un homme de 50 ans dans la force de l'âge. Mais comme il n'a pas d'enfant, un jour ou l'autre, nécessairement, le comte de Paris lui a 18 ans de moins que lui, un jour ou l'autre, nécessairement, le comte de Paris lui succédera. Mais pourtant, cette fusion monarchique n'est pas si simple à faire. Alors la fusion monarchique n'est pas si simple parce que le comte de Chambord ne veut revenir au pouvoir qu'entouré d'un certain nombre de principes. Alors le premier de ces principes, c'est qu'il est favorable à une monarchie constitutionnelle, mais pas une monarchie où le roi n'aurait aucun pouvoir. Il considère que le roi doit avoir une possibilité d'impulsion, de direction de la politique nationale. Alors que la majorité de centre-droit, où les orléanistes et les républicains modérés constituent la véritable majorité de la Chambre, eux sont plutôt évidemment partisans d'un régime parlementaire où ce sont les chambres qui dirigent. Et puis deuxièmement, il est attaché à un certain nombre de principes, et notamment il ne peut pas supporter l'idée de régner sous le drapeau tricolore. Pour lui, c'est une affaire de principe, c'est une affaire de sentiment. On l'a beaucoup critiqué à cause de ça, mais il faut comprendre, pour lui, avoir au-dessus de lui le drapeau tricolore, qui est pour lui le drapeau de la Révolution, c'est comme si on lui imposait de siéger avec le portrait de l'assassin de son père au-dessus de lui. Pour lui, c'est ça. Donc c'est une affaire, cette couleur de drapeau, qui chez lui est viscérale et à laquelle il ne peut absolument pas accepter la moindre concession. Alors, mais en 1870, on va revenir un peu sur les démarches qui sont tentées vers lui, peut-être, et le rôle de Thiers, surtout dans toute cette affaire. Parce que Thiers dit qu'il prépare justement le retour d'Henri V, et finalement, on en est bien loin. Thiers était un homme extrêmement ambitieux et extrêmement malin. Les républicains le croyaient républicain, les royalistes le croyaient royaliste. Thiers n'était que thiériste. Bon, Thiers était un homme qui avait une ambition folle, qui a un peu baladé tout le monde, et qui s'était réservé la possibilité finalement de choisir le régime qui préserverait le mieux son pouvoir. Au début, il pense en effet qu'il pourrait être le chef du gouvernement du comte de Chambord, et ensuite il s'aperçoit que ce sont les institutions républicaines qui garantiraient le mieux son pouvoir personnel. Donc il s'oriente vers là, et c'est finalement en 1873... la majorité, l'Assemblée arrive à chasser Thiers du pouvoir, et là c'est le maréchal de Mac-Mahon qui arrive. Nous sommes en 1873, et lui est marié à une légitimiste, à une castre, et là tout le monde croit finalement que la restauration est faite. Oui. Alors si Mac-Mahon était légitimiste, il le cachait bien. Alors lui, j'ai dit son épouse. Oui. Ah, mais Mac-Mahon a la réputation de légitimiste. En fait, Mac-Mahon est un opportuniste. Mac-Mahon est un militaire. Il sert l'armée. Qui avait servi le régime de Napoléon III, qui avait fait sa carrière sous le Second Empire. Pour lui, la patrie, c'est